Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours de plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Mathieu Andrieux qui est chercheur chez Inédit, qui est un centre collégial de transfert de technologie rattaché au cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et dont le cœur de métier est le design industriel. Pour arriver à ce poste, il avait complété un doctorat en STAPS, soit les sciences et techniques des activités physiques et sportives, à l'Université Toulouse 3 en France, et un post-doctorat en kinésiologie à l'Université de Montréal, où il est actuellement chargé de cours. Bonjour Mathieu. Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation pour être dans cette capsule aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'avoir pensé à moi pour intervenir dans cette capsule. C'est toujours apprécié de communiquer mon expérience. Ben, ça nous fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel chez Inédit? Oui, c'est un emploi que j'occupe depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je suis en fait chercheur là-bas. Comme tu l'as présenté, c'est un centre collégial de transfert de technologie. Donc, c'est un poste de chercheur quand même au collégial, ce qui est un peu l'apanage du poste de chercheur à l'université, mais où au collégial, on fait des projets de recherche appliquée. Donc, on Mhm. travaille avec des partenaires industriels, des entreprises. Et puis, en fait, nous, comme tu l'as dit, on travaille sur le design industriel. Donc, souvent, on décrit comme ça, de cette manière, on dit que le designer industriel est à l'objet ce que l'architecte est au bâtiment. Donc, en fait, grosso modo, dans toutes les interactions qu'on a avec notre environnement, avec les objets, il y a eu du design derrière, des fois plus ou moins bien fait, on le sait, on le voit qu'il y a des limites. Même Et en puis, architecture. Hein? c'est même en architecture d'ailleurs, exact. Et puis en fait, c'est ça, c'est que au niveau de ce centre de recherche dans lequel je travaille, on fait des projets de recherche en partenariat avec les manufacturiers. Ils viennent vers nous pour développer, optimiser ou valider des objets. Et puis en fait, mon rôle en tant que chercheur, c'est d'arriver avec mon expertise de kin pour, en complément d'une équipe autour de moi, de designers, de professionnels de recherche, de mettre en place des protocoles pour nous assurer que l'objet fait bien ce qu'il est censé faire et notamment comment est-ce que l'humain interagit avec cet objet. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment essayer par des mesures qu'elles soient ou quantitatives ou qualitatives ou un mélange des deux, d'avoir des données qui soient finalement pertinentes pour le client pour pouvoir avancer là-dedans et qu'après il y ait des recommandations design ou même du design qui soit fait sur des futures itérations du produit. Donc c'est vraiment ça. Et puis en tant que tel, quand je dis quantitatif, ça peut toucher à tout type de données. Ça peut Mhm. être tant des données d'analyse biomécanique, comme on fait avec de la cinématique du mouvement, de l'électromyographie. Ça peut être des données physiologiques avec des analyseurs d'échange gazeux. Là, le COSMED est pas mal connu là-dedans. Ça peut être plein de possibilités de tests et de données chiffrées. Puis après, le qualitatif, comme on peut l'avoir, c'est des entrevues, c'est comme on est en train de faire finalement des entretiens, des questionnaires, des sondages. C'est vraiment ce qui nous permet après de guider l'évolution du produit dans sa conception. Uh-huh. Tu mentionnais que tu es chercheur. Je pense que généralement, lorsqu'on pense à un chercheur, on va s'attendre à ce que ce soit quelqu'un à l'université. En fait, je pense même que ce soit assez nouveau là, dans l'histoire, que ce soit possible d'être même chercheur au collégial. Quelle serait la différence entre les deux selon toi? Euh, en fait, je te dirais que dans les fonctions, c'est très différent. Dans le sens où un chercheur à l'université va déjà enseigner, ce qui n'est pas mon cas. Ça ne fait pas partie de mes fonctions. Moi, je suis vraiment chercheur associé avec les projets de recherche. Mhm. Un chercheur à l'université va avoir dans son bagage un volume d'enseignement qui fait partie de sa charge d'enseignement. Donc déjà, ça nous démarque déjà en partant. Beaucoup plus de chances de faire de la recherche fondamentale à l'université, alors que nous, on est vraiment sur des projets de recherche appliquée ou de développement expérimental. Et puis après, on n'encadre pas d'étudiants au cycle supérieur. D'accord. Si on a des étudiants qui nous accompagnent, c'est un choix. On va les chercher pour qu'ils amènent de l'expertise dans le projet et qu'ils puissent en même temps se former parce qu'on a aussi comme objectif de faire de la formation de la relève, mais Mhm. on les forme sur des projets concrets, ce qui est super intéressant et super formateur pour les étudiants. Et puis après,
c'est certain que tous ces éléments-là font en sorte que déjà, ça nous distingue pas mal. Mais en effet, c'est un poste de chercheur, mais c'est quand même très, très différent. Et puis, euh, on peut être considéré comme chercheur dans les cégeps. Mhm. Quand on parle de collégial, c'est les cégeps, à partir du moment où on a une maîtrise. Ce qui nous différencie quand même pas mal de l'université où il faut minimalement un doc, voire un post-doc la plupart du temps pour avoir un poste de chercheur dans ce contexte-là. Donc, c'est certain qu'il y a des différences, il y a des similarités, mais il y a quand même pas mal de différences également. Ah, c'est un poste collaboratif avec les autres chercheurs, finalement. Ça- ben, tu fais bien parce que, en effet, il y a un autre point qui est très, très différent, c'est que dans mon travail au quotidien, je travaille en équipe. Je travaille en équipe multidisciplinaire D'accord. parce qu'en fait, je fais aussi de la charge de projet. Donc, je m'occupe de coordonner l'organisation des projets, les rencontres avec les clients, avec les équipes internes, le respect des échéanciers, du budget, ainsi de Mhm. suite. Ça, c'est très différent de ce que l'on peut avoir à l'université où les chercheurs travaillent quand même beaucoup en vase clos. Mhm. Quand ils collaborent, c'est un peu différent malgré tout. Donc, c'est beaucoup, je supervise mes étudiants et puis après, je fais mes charges d'enseignement et puis mes projets de recherche. Alors que nous, on a des réunions quotidiennes à plusieurs très, très fréquemment, là. Donc, Est-ce que le passage du travail, mettons, appelons ça en silo, par exemple, versus un travail qui semble beaucoup plus collaboratif, c'est quelque chose qui est difficile ou c'est quelque chose que tu as appris par le passé ou que tu as appris euh, grâce à ça surtout? ouais, ben, je pense que ça dépend des personnalités, peut-être aussi des Mhm. centres d'intérêt. D'accord. Mais pour moi, qui suis pas le moins bavard de la gang, comme je dis, ça a été plus agréable parce que, bien évidemment, on échange beaucoup. Et puis, ben, j'aime les interactions sociales avec mes collègues aussi dans le cadre professionnel. Et puis, c'est très enrichissant aussi, l'échange de points de vue, d'expertise. Donc, je dirais que ça s'est fait très naturellement, en fait. D'accord. Et donc, ben, je me sens vraiment à ma place. Dans ce type Peut-être de travail. pas, peut-être dans un poste universitaire, j'aurais senti qu'il y avait une partie de moi qui aurait attendu plus d'interaction et qui aurait aimé davantage d'interaction avec des collègues, plus que ça soit avec les étudiants, forcément, dans ce cadre-là. Donc, Ah, tout à fait. D'ailleurs, quelles sont les circonstances qui t'ont amené à choisir ce type de travail? ben, c'est quand même le hasard parce que, et puis c'est là la raison pour laquelle je trouve ça super intéressant de participer à cette capsule, c'est que quand j'ai fait mon postdoc, j'avais pas nécessairement encore d'idée vers quoi je voulais m'en aller. Mais Ah, pourtant, j'avais fait quelques années en plus que l'auditoire qui va participer à ce cours-là. Donc, comme quoi, si vous ne savez pas encore, vous n'êtes pas en retard. on est tous dans le même Ouais, bateau. exactement. Et en fait, ben, c'est juste que j'intervenais comme chargé de cours à l'EXAP. Je travaillais à côté dans un centre de recherche comme assistant de recherche en ergothérapie avec une chercheure, mais je savais toujours pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, qu'est-ce qui a généré ça? C'est double. C'est une discussion avec une enseignante, une prof à l'EXAP, Julie Messier, qui m'a dit, mais tu sais, tu as aussi la recherche au collégial. Et puis, je lui ai dit, ah, c'est intéressant. Elle me dit, tu devrais regarder parce que les conditions sont intéressantes. Puis c'est des belles perspectives de recherche aussi. Et puis Mhm. parfois, quand il y a des portes qui se ferment à l'université, ça ne veut pas dire que la carrière se ferme totalement. Il peut y avoir d'autres débouchés qui peuvent être tout aussi pertinents. Force est de constater qu'elle avait raison. Et puis après, c'est par également un autre prof de l'EXAP que je connais bien parce que j'ai fait ma formation avec lui à Toulouse, avec Fabien Dalmazo, qui m'a dit, bah, tu devrais contacter une personne commune qu'on connaissait mutuellement, Colombe Bélez, qui était une ancienne étudiante aussi de l'EXAP qui m'a dit ben, parce qu'elle travaille là-bas et Que l'on ça pourrait être rencontre d'ailleurs dans le cadre de ces capsules. bon, bah alors parfait. Donc exactement. Et puis le lien s'est fait comme ça. Je suis allé visiter le centre et puis quelques mois après, j'ai passé un entretien et puis j'ai été embauché. Donc ça a été finalement par des rencontres communes et puis du réseautage. Mais c'est vrai que même sans réseautage, il y a des affichages et puis ça, Ah, il y a 59 c'est cet été. Centres collégiaux de transfert de technologie au Québec. mhm. Donc c'est beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a tout autant de centres de recherche intégrés avec des spécialisations. Et puis, en fait, ben, ça veut dire qu'il y a pas mal de potentiel à ce niveau-là par rapport à la kin.
Parce que ça ne veut pas dire que les 59 seraient pertinents par rapport au kin, mais il y en a qui travaillent. Et puis, moi, d'instinct, je vous le dis tout de suite, j'aurais jamais pensé que je travaillerais avec le design industriel. Parce que quand la première fois qu'on me l'a décrit, j'aurais dit, c'est quoi mon rôle avec le design? Je ne suis pas designer. Ben, Mais d'ailleurs, pourtant, j'avais cette après, question-là pour toi. C'est quoi la ah, pertinence d'un kinésiologue là, dans ce contexte-là? ben, elle est logique parce que quand, par exemple, on design, je dis n'importe quoi, un fauteuil roulant avec une nouvelle, je sais pas, un nouveau cerceau de conduite, la partie sur laquelle l'utilisateur pose ses mains et puis propulse son fauteuil roulant. Ben, la forme qu'on lui donne, est-ce que ça entraîne un effort qui est moindre par rapport à la précédente version? Et Mhm. donc, c'est là où on comprend le rôle du kin, c'est d'aller analyser la cinématique du mouvement. Donc, comment est-ce que se déroule le mouvement, le point d'entrée en action des mains avec les cerceaux de conduite, le point de relâchement, l'activité électromyographique au niveau des membres supérieurs, parce que c'est ceux qui sont utilisés dans la propulsion en fauteuil roulant. Toutes sortes de choses comme ça. Et puis après, on comprend, on fait, ben oui, en fait, on est les spécialistes du mouvement en kin. Donc, quand on analyse un objet et l'interaction que la personne a avec cet objet, c'est du mouvement. Ah, Donc, par essence, on comprend vite le lien et les designers, ils sont friands d'avoir ça parce que c'est pas leur formation. Ils ont une formation qui est un peu un mélange de scientifique et artistique. Il y a les deux finalement. Il faut qu'ils se connaissent au niveau de l'objet, de la mécanique des objets, des matériaux et tout ça. Mais il y a aussi l'artistique pour créer des designs qui soient attrayants et qui soient adaptés aux différentes conditions. Donc, ça fait un beau mélange d'expertise quand tu as un chercheur ou une personne qui est davantage orientée recherche et une personne qui est designer, qui travaille ensemble et qui est sur les projets pour faire avancer un projet. Donc, ça, c'est un objet, c'est intéressant. tout à fait. Et en plus, c'est pas étonnant d'imaginer que un objet produit qui interagit avec un humain le fasse dans un contexte de mouvement, finalement. Tout à fait, exact. Est-ce que tu pourrais nous parler de la formation qui t'a amené à aller vers ce travail-là? Euh, Tu veux dire de la formation dans quelle... Donc, juste de... à partir de ta formation de STAPS qui a mené éventuellement à tes activités doctorales et postdoctorales. Ouais, ben, c'est ça, c'est que j'avais un amour des activités physiques en tant que telles, initiales. Donc ça, c'est certain que c'est ce qui m'a amené dans ce domaine-là. Et puis après, j'ai toujours été un curieux un petit peu de tout ce qui est rattaché au mouvement. Et Mhm. puis, en fait, dans les faits, quand j'ai complété mon postdoctorat à l'Université de Montréal, où j'ai eu une opportunité de venir ici alors que je viens de France, comme l'accent s'entend relativement bien. Et en Quoique de fait, moins en moins. de moins en moins. On me le dit là-bas que j'ai l'accent québécois, ce qui fait rire beaucoup de Québécois. Et puis on me dit ici que j'ai l'accent français. Donc, je suis au milieu de l'Atlantique, disons. Et c'est ça. Mais pour le coup, j'ai eu l'intérêt quand même d'aller regarder ce qui se faisait autour de la kin parce qu'un kin va interagir avec beaucoup d'autres spécialistes, Mhm. des cliniciens. Et c'est là où après, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était ergothérapie parce que j'aime beaucoup également tout ce qui touche au handicap finalement. Mhm. Ça m'intéresse à la fois de point de vue recherche parce qu'il y a moins de recherche qui est faite là-dessus et également parce que ça m'intéresse du point de vue humain. Et puis en fait, ben, c'est la raison pour laquelle en fait, comme je me suis formé en ergothérapie, que j'avais à la fois des connaissances en kin, c'est ce qui m'a fait entrer finalement chez Inedi. Parce qu'on a beaucoup de projets avec des manufacturiers qui travaillent sur développent des aides à la mobilité. Donc, c'est vraiment cette formation-là qui est un peu hybride, mais où ça montre aux gens que il n'est jamais trop tard pour des fois compléter sa formation, parce que c'est un peu de la formation continue que j'ai faite Ah, en parallèle en travaillant dans ce centre de recherche à Marie-Enfant que tu connais bien. Pour le coup, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans et puis j'ai développé vraiment une expertise, vraiment, parce que c'est comme ça que me caractérisait ma chercheure en évaluation et entraînement des habiletés en fauteuil roulant, au point que j'intervenais dans des cours d'ergothérapie sur ah, les habiletés en fauteuil roulant. Donc, c'était super intéressant parce que j'avais déjà la casquette d'enseignant, de chargé de cours à l'université, à l'EXAP. Donc, j'étais pas du tout, on va dire, néophyte là-dedans. Mais ça a été intéressant d'arriver avec comment dirais-je, une autre angle d'attaque par rapport au mouvement et à éduquer aussi les futurs ergothérapeutes. Donc, c'est super intéressant. puis on revoit le côté curieux et le côté collaboratif là, qu'on mentionnait plus tôt. Est-ce que tu vois d'autres compétences que tu as pu acquérir durant tes études à proprement parler qui te permettent d'évoluer dans ton milieu de travail? Euh, oui, je pense la rigueur de travail.
clairement. En tant que chercheur, ben, je trouve que ce qui caractérise quand tu as souvent comment dirais-je, des évaluations du point de vue psychologique des personnes qui nous permettent de nous mettre dans des cases, ce qu'on n'aime pas toujours, mais on se rend compte que les chercheurs ont souvent un respect des procédures, sont très rigoureux dans leur travail, respect, le plus possible, je ne vais pas dire toujours, respectueux des échéanciers, mais en tout cas le plus possible. Et on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui nous aide. Ce qui m'a beaucoup aidé et puis qui m'aide énormément à l'heure actuelle, c'est que pendant mes études supérieures, les communications orales, et y compris l'enseignement, que j'ai fait pendant mon doc et mon postdoc, et puis même après en tant que chargé de cours, cette capacité de communiquer oralement, de transmettre du savoir et puis d'interagir en public devant Mhm. une foule, ben, c'est important parce que quand on a des rencontres clients, pour moi, c'est juste la routine en fait. C'est pas, ça change pas grand-chose que je fasse une rencontre client avec 5 personnes que quand j'ai 220 étudiants en face de moi dans le cadre d'un cours de première année à l'EXAP. Donc, ça aide beaucoup. Et puis, je trouve que ça, c'est des atouts qui se développent en parallèle. C'est pour ça qu'il faut être Mhm. curieux. Et puis, des fois, il faut oser. Pour l'anecdote, j'ai plus stressé avant mon premier cours quand j'ai enseigné à l'université qu'avant la veille de ma soutenance de thèse. Donc, Ah, ça donne une idée à quel point je suis sorti de ma zone de confort quand j'ai enseigné la première fois. Donc, dans les faits, tout le monde est capable à partir du moment où ça sera jamais parfait du premier coup, puis ça se travaille, comme oui, tout, oui. comme tout dans D'ailleurs, la vie. il y a énormément d'occasions en tant qu'étudiant pour travailler cette habilité de communication-là, notamment, comme tu le mentionnes, en acceptant des charges de cours, mais aussi en faisant toutes les journées de la recherche ou quelques présentations. Donc, d'être suffisamment curieux puis suffisamment courageux pour se lancer dans ces activités-là, ce ne peut qu'être gagnant. Est-ce qu'en rétrospective aussi, tu vois d'autres compétences que tu n'as pas acquises durant tes années académiques que tu dirais, si c'était à refaire ou si j'avais un conseil à donner à un étudiant de faire cela? Ouais, j'enverrai des fois peut-être être encore peut-être plus curieux que ce que je l'ai été par rapport à des outils de mesure ou des nouvelles technologies que tu peux être amené après à toi-même devoir manipuler sur le terrain. Uh-huh. J'avoue que si on travaille sur des projets de recherche et que on travaille en collaboration, mettons en tant qu'étudiant gradué, ben, des fois être amené à toi manipuler l'outil de recherche de l'autre et que l'autre manipule le tien. Parce qu'en fait, dans les faits, ça vous enlève rien, ça t'enlève pas ton expertise à savoir le manipuler, mais ça te rajoute une autre corde à ton arc. Et je pense que ça peut aider et d'essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque chose, les analyses statistiques, ça aussi, tu vois, tantôt, qu'est-ce Uh-huh. qui est les statistiques à ne pas délaisser, surtout si on travaille dans le domaine de la recherche après, d'où l'intérêt de garder ses cours et de garder alerte sur toutes les analyses quali et quanti. Ça, j'avoue que c'est aussi un élément où je pense il y a du travail à faire. Mhm. Et moi, c'est vraiment les outils de mesure où il y en a certains que j'ai découverts plus tard et que j'aurais peut-être pu avoir l'occasion parce qu'on se connaissait quand j'étais à l'EXAP, j'aurais pu venir et finalement davantage manipuler avec vous. Je les ai manipulés un petit peu plus sur le tard. Quand j'étais à Marie-Enfant, j'ai fait de Tout à l'analyse du fait. mouvement, par exemple. Donc ça, c'est des petites choses où... Mais il n'est jamais trop tard. Uh-huh. C'est tout intéressant de voir qu'il n'est jamais trop tard pour ça. Finalement, profiter du fait que les gens, qu'on soit finalement dans un département multidisciplinaire par définition, et d'aller voir ces autres personnes-là, puis d'être curieux sur ce qu'ils font ou sur ce qu'elles font. Ouais, et puis il y a souvent occasions de se rencontrer en tant qu'étudiant gradué, en Oui, dehors du cadre professionnel, des conférences ou des choses comme ça, des soirées. Ça peut être l'occasion d'échanger sur les travaux de chacun de manière un peu plus informelle et informel, oui. puis d'aller par curiosité voir un peu quand il y a une collecte comment ça se déroule, puis Mhm. d'apprendre parce que c'est une très bonne manière de après faire mûrir nos propres protocoles de recherche parce on est moins, on va dire, Dans les œillères. néophyte et puis dans la découverte. Donc, on Uh-huh. a déjà une expérience qui est intéressante. Tout à fait. Ben, écoute, ça m'amène peut-être à la dernière question que j'aime bien poser à tous à tous mes invités. Est-ce que tu as une anecdote particulière? Si tu n'en as pas, il n'y a pas de problème, mais par rapport à ton passage à l'EXAP. Ouais, il y en a une qui me fait toujours sourire, entre guillemets, c'est que quand je suis arrivé à l'EXAP, mon mentor et mon directeur, c'était Luc Proto, qui est anciennement directeur de l'EXAP, qui est maintenant à la retraite. Et puis en fait,
énormément fait rire parce que je ne l'ai pas catché la première fois que je suis arrivé, parce que j'arrivais à l'Université de Montréal. Puis la première fois qu'il est arrivé devant ses étudiants dans le cours d'apprentissage et contrôle du mouvement, parce que je venais pour finalement faire recruter des participants potentiels pour un projet de recherche que je faisais. Il m'a présenté en disant, je vous présente Mathieu, et comme son accent l'indique, il vient pas du lac Saint-Jean. Et puis en fait, ça m'a beaucoup... sur le coup, j'ai pas réagi parce que déjà, je connaissais pas où était le lac Saint-Jean, je venais D'accord. d'arriver. Maintenant, rétrospectivement, ça me fait très rire parce que j'ai de la belle famille qui est là-bas, qui est pas loin, au Saguenay. Donc, je trouve ça très marrant parce que rétrospectivement, c'est comme il m'a présenté comme ça. Et puis, en effet, j'ai toujours pas l'accent à fortiori du Saguenay et du lac Saint-Jean, mais je trouve ça très marrant parce que c'était sa manière de me présenter. Puis maintenant, les cohortes d'après, il l'a présenté ainsi, mais j'étais au fait et puis ça faisait rire tout le monde. Donc ça, j'avoue que c'est cool. C'est excellent. Ben écoute, je rappelle que je rencontrais Mathieu Andrieux qui travaille comme chercheur au Centre collégial de transfert et technologie au Centre Inédit. Merci Mathieu d'avoir participé à l'entrevue avec nous. Ben, avec plaisir, merci à tous. Et je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne journée. À la prochaine.